Angela Prey et son mari James Craig formaient un couple très apprécié par la communauté de la ville de Denver. D'apparence, tout semblait aller pour le mieux, mais lors d'un voyage chez sa sœur au mois de mars 2023, Angela va faire d'étranges révélations par rapport à son mari. À son retour, elle va alors tomber malade et mystérieusement, les choses vont aller de plus en plus mal pour elle. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Angela Prey et James Craig, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cas qui est assez récent vu qu'il a eu lieu en 2023. Ce cas est complètement fou, j'espère qu'il vous intéressera. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Oli est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Oli utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Oli, c'est donc des boissons énergisantes véganes, sans sucre avec des colorants et arômes naturels, mais aussi des thés glacés boostés en antioxydants. Mais à présent, Oli se lance dans une toute nouvelle gamme de boissons qui visent à une hydratation maximale. Ces nouvelles boissons isotoniques sont parfaites si vous faites du sport. Avec elles viennent également 3 nouveaux goûts: pamplemousse rose, kiwi fraise et pêche blanche. C'est bon et c'est beaucoup plus sain que des boissons sportives artificielles. C'est vraiment le moment de vous lancer car pour l'instant, à l'achat de ces nouveaux packs de lancement, la marque vous offre différents cadeaux comme des shakers thermiques ou même des t-shirts. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phoenixia5 et avec le code Phoenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables partout dans le monde. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller en barre d'infos pour cliquer sur le lien pour faire vos petits achats. N'oubliez pas les codes promo. Il y a aussi une page Instagram Oli qui est vraiment super chouette. Je vous invite à vous abonner. Le lien sera aussi en barre d'infos. Et voilà, sinon, mis à part ça, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans la vidéo. Angela Dawn Prey est née le 15 avril 1979 aux États-Unis dans la ville de Dodge City dans l'état du Kansas. Il faut savoir qu'Angela faisait partie d'une grande famille qui comptait au total 10 enfants. J'ai malheureusement pas plus d'informations sur son enfance, donc on va faire un bond de 20 ans en avant. Car à ses 20 ans, le 18 décembre 1999, Angela va se marier avec un certain James Craig. Après son mariage, elle a alors emménagé avec James dans l'état du Colorado, dans la ville de Denver, et c'est d'ailleurs là-bas que le couple donnera naissance à 6 enfants. Ils se sont réellement construits une très jolie vie de couple. Angela était perçue comme une femme gentille, énergique, intelligente et toujours de bonne humeur. Ses proches diront d'ailleurs d'elle qu'elle était prête à tout pour aider les autres et qu'elle avait une énorme capacité à pardonner. Angela était également très religieuse. Elle et James étaient 2 anciens de l'église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours et d'ailleurs James y travaillait et donnait des conseils aux jeunes. Angela, elle, était directrice de la chorale et travaillait également comme consultante en histoire familiale au sein de son église. Il faut savoir également que James était dentiste et avait sa propre entreprise qui s'appelait Summerbook Dental Group. Par contre, eh bien, il avait pas mal de problèmes d'argent. En 2021, il avait déjà fait faillite une première fois, mais au final, il avait tout de même su relancer son business. Mais malheureusement, en 2023, les choses avaient fini par aller encore plus mal pour lui et le couple était même sur le point de perdre leur maison. D'ailleurs, James avait également fait perdre une grosse somme d'argent à sa famille en tentant d'investir dans la crypto-monnaie, ce qui n'avait pas marché, bien au contraire. Mais à présent, plongeons-nous au tout début du mois de mars 2023. Angela, qui à ce moment-là avait 43 ans, s'était rendue dans l'Utah pour rendre visite à sa sœur. Elle s'y était rendue seule
seule, donc sans son mari et sans ses enfants. Et sur place, elle a fait d'étranges confessions à sa sœur qui l'avaient quand même pas mal inquiétée. Elle lui avait en fait confié qu'elle avait surprise James, son mari, en train de la tromper à plusieurs reprises. De plus, elle avait dit que James était accro à la pornographie et qu'à cause de sa mauvaise gestion d'argent, il était maintenant énormément endetté. C'était quand même beaucoup de grosses révélations qui laissaient malheureusement rien présager de très bon pour le couple. Mais bon, malgré tout, même si la sœur d'Angela était très inquiète, elle l'a quand même laissé repartir. Et donc Angela est rentrée chez elle à Denver le 5 mars. Le lendemain, le lundi 6 mars, Angela était donc à la maison et James, son mari, était au travail. Mais voilà, en matinée, eh bien Angela va vraiment commencer à se sentir mal et elle va d'ailleurs envoyer un message à son mari pour le prévenir. Elle dira alors qu'en se réveillant ce jour-là, elle se sentait bien, mais qu'après avoir bu son shaker protéiné qu'il lui avait préparé, elle avait vraiment commencé à se sentir malade. Dans son message, Angela demandait alors à James s'il avait ajouté plus de vitamines qu'elle n'en prenait habituellement, parce qu'à ce moment-là, elle se disait que peut-être ce serait ça qui aurait pu la rendre malade. Mais bon, au final, James va lui répondre que non, pas spécialement, et qu'il ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si mal. Mais plus la matinée avançait et plus l'état d'Angela se dégradait. Elle avait des vertiges et un peu la tête brumeuse. Au final, elle a alors décidé de se rendre aux urgences de l'hôpital Adventist Parker, mais sur place, eh bien, les médecins n'ont pas réussi à trouver la cause de son mal-être. Aux États-Unis, vraiment, les urgences sont saturées, les médecins font vite fait un petit check-up et s'ils voient rien de trop anormal, ils renvoient la personne chez elle. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Angela. Les médecins n'ont rien vu de grave en soi. Ils se sont dit que sans doute, elle avait un petit peu exagéré, qu'elle s'était rendue aux urgences un peu pour rien. Et donc, ils l'ont renvoyée chez elle. Mais voilà, de nouveau chez elle, Angela ne se sentait toujours pas bien. C'était par contre vraiment étrange parce qu'elle avait rien changé à ses habitudes. De plus, d'habitude, elle était toujours en parfaite santé. Mais bon, cette fois-ci, elle a décidé de se donner quelques jours histoire de récupérer. Mais bon, malheureusement, eh bien, ça a été de pire en pire. Le 9 mars, elle souffrait à présent d'une grande aggravation de tous ses symptômes. Elle était étourdie, elle avait du mal à se concentrer, elle avait également commencé à vomir, elle avait des maux de tête et commençait même à devenir extrêmement déshydratée. À ce moment-là, elle s'est de nouveau rendue à l'hôpital et elle a subi une série de tests. James lui avait en fait dit qu'elle pourrait peut-être souffrir de diabète ou d'une maladie auto-immune. Elle avait donc demandé à faire tous ces tests pour peut-être essayer de trouver la raison à son mal-être, mais malheureusement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, elle était négative au dépistage de toutes ces maladies. Donc oui, c'était une bonne chose, au moins elle souffrait pas de maladie auto-immune ou de diabète ou autre chose. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne savait toujours pas de quoi elle souffrait réellement. À ce moment-là, Angela était dans l'hôpital, elle était dans sa chambre, elle attendait un petit peu d'en savoir un peu plus et elle va recevoir un message de son mari, James. Le voici. Bébé, je t'aime tellement. J'aimerais pouvoir rester éveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et être avec toi. Je sais que c'est solitaire et ennuyeux et peut-être parfois effrayant. Je veux juste être là pour te soutenir à traverser tout cela. Donc là, effectivement, Angela venait d'apprendre qu'elle allait se faire hospitaliser un moment, histoire que les médecins puissent la garder sous surveillance. Pendant tout son séjour à l'hôpital, James lui envoyait constamment des messages. Il lui demandait comment ça se passait, comment son état s'améliorait, il lui disait qu'il l'aimait, qu'il lui souhaitait bonne chance. C'était vraiment des messages pleins d'amour où il montrait vraiment qu'il s'inquiétait pour elle. À ce moment-là, pendant quelques jours, l'état d'Angela ne s'est pas vraiment amélioré. Elle restera à l'hôpital jusqu'au 14 mars et après ça, les médecins lui diront de rentrer chez elle, alors que, je le précise, il n'avait toujours pas compris la raison de son mal-être. Une fois rentrée dans sa maison, Angela est restée alitée. D'ailleurs, elle a même été mise sous oxygène. James, son mari, était lui présent pour elle, il lui préparait à manger, il faisait attention à ce qu'elle se sente bien. Par contre, il était quand même souvent absent parce que, effectivement, il devait travailler. Mais là, quand je vous dis ça, on dirait que ça a duré longtemps, qu'elle est restée chez elle pendant des jours, mais pas du tout, ça a duré moins de 24 heures. En fait, dès le lendemain, elle a appelé son frère pour dire que ça allait de pire en pire. Elle lui dira qu'elle avait de graves maux de tête et même de gros vertiges. Et donc là, son frère a décidé de l'emmener à nouveau aux urgences où elle a été prise en charge. Elle a alors été mise dans un lit d'hôpital, mais vers 14 h ce jour-là, elle a semblé avoir une grosse crise, comme une grosse aggravation de tous ses symptômes.
Et à partir de là, eh bien, son état n'a fait que se détériorer et se détériorer. Les médecins ont alors dû l'intuber, elle souffrait également d'une pression intracrânienne et ses pupilles ne réagissaient plus. Elle a alors été transférée à l'unité des soins intensifs et les médecins ont annoncé que son pronostic vital était très engagé. Pour vous dire, ils avaient même très peu d'espoir pour elle. Peu de temps après, James, donc son mari, est arrivé à l'hôpital, mais juste après lui, un de ses amis, qui était également un de ses partenaires commerciaux, va lui aussi arriver à l'hôpital, mais c'était pas vraiment pour voir Angela, c'était pas vraiment pour voir James. À la place, il va demander à parler à une infirmière. Cet ami, j'ai pas réussi à trouver son identité, peut-être qu'elle est facilement trouvable, mais j'ai pas spécialement envie de révéler qui il est. Donc pour simplifier les choses, on va l'appeler Greg. Donc Greg a demandé à parler à une infirmière. À ce moment-là, il a eu un ton très grave et il a dit qu'il soupçonnait James d'avoir peut-être empoisonné Angela. Il expliquera que c'est en fait le matin même qu'il a eu des doutes parce que une de ses employées est venue dans son bureau et lui a expliqué qu'elle avait vécu quelque chose de très étrange. En fait, cette employée travaillait au cabinet de James et elle dira que juste avant qu'Angela ne tombe gravement malade, James s'était fait livrer au cabinet un étrange colis. L'employée l'avait alors ouvert et à l'intérieur, elle y avait trouvé une sorte de substance blanchâtre. D'ailleurs, cette substance, elle ne l'avait jamais vue auparavant et elle en était assez sûre, le cabinet de dentiste n'utilisait pas ce genre de choses. Elle a alors décidé de regarder ce que c'était et dessus, il était noté cyanure de potassium. Par contre, rapidement après, James avait remarqué que l'employé avait un colis dans les mains et il s'est un petit peu fâché en disant que c'était un colis personnel, qu'elle n'avait pas le droit de l'ouvrir. Il lui a repris le colis des mains et à ce moment-là, il est parti et a emmené le colis avec lui dans son bureau. Après ça, cet employé en question n'y a plus beaucoup repensé, mais lorsqu'Angela, donc la femme de James, est tombée malade, eh bien, elle a commencé à réfléchir au colis et à la possibilité qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une maladie mystérieuse et que peut-être le cyanure de potassium lui avait été destiné. C'est à ce moment-là qu'elle avait décidé d'aller voir Greg. Donc Greg, l'ami et collègue de James qui parlait justement à l'infirmière. Mais en tout cas, une fois qu'il a eu cette information, Greg a décidé d'en parler parce que même si James était son ami, Angela aussi l'était et en plus la situation était extrêmement grave. Mais attendez parce que c'est pas fini, Greg va faire une autre révélation. Il expliquera que quelques jours auparavant, au moment où Angela était rentrée d'un de ses séjours à l'hôpital, eh bien, elle l'avait appelé. Donc là encore, je reprécise, Greg est un ami de James, mais c'était aussi un ami d'Angela. Donc le fait qu'Angela l'appelle pour un petit peu se confier à lui, etc., c'est normal. Ils s'entendaient bien et voilà, c'était quand même un ami proche. Angela lui avait dit au téléphone qu'elle avait fait des recherches de ses symptômes sur Internet et que ça lui faisait penser à ceux causés par l'ingestion de cyanure. Angela lui avait alors dit qu'elle avait des doutes sur son mari. Donc voilà, en disant ça à Greg, elle avouait qu'elle avait l'impression que quelqu'un était en train de l'empoisonner. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi Greg n'a rien dit après cette confession d'Angela. Peut-être qu'il n'osait pas vraiment y croire, c'est fort possible. Et on aurait dit aussi d'ailleurs que Angela ne semblait pas trop y croire non plus. Mais bon, malgré tout, avec ce témoignage de Greg, on peut imaginer que Angela avait malgré tout quelques doutes par rapport peut-être à son mari, par rapport à un potentiel empoisonnement. Mais voilà, donc une fois que l'infirmière a été alertée de tout ça, elle en a parlé au chef de l'hôpital qui a décidé d'appeler la police. Les enquêteurs sont alors arrivés à l'hôpital un peu après minuit le jeudi 16 mars. Peu de temps après leur arrivée, ils ont alors appris que malheureusement Angela était dans le coma et que les médecins ne savaient même pas si elle passerait la nuit. Finalement, eh bien, elle a passé la nuit et restera dans le coma pendant 2 jours, mais malheureusement, le 18 mars à 16h29, Angela a été déclarée en état de mort cérébrale et James a choisi de la débrancher. Par contre, là encore, une chose étrange, c'est que James, après la mort de sa femme, a insisté pour qu'il n'y ait aucune autopsie de faite par l'hôpital et il a aussi insisté pour que les choses aillent très vite et que sa crémation soit organisée très rapidement. Donc il voulait brûler son corps, peut-être pour être sûr qu'il n'y ait justement aucune autopsie de faite. Malgré tout, il faut savoir que l'enquête sur la mort d'Angela a commencé avant qu'elle ne soit déclarée morte. Par contre, c'était discret pour qu'au début, James ne se doute de rien. En fait, la police avait demandé à ce qu'on fasse un test toxicologique à Angela et les résultats
avait montré qu'elle avait 3 substances différentes dans son organisme au moment de sa mort et parmi elles, eh bien, il y avait du cyanure de potassium et de l'arsenic. C'est d'ailleurs grâce à ce résultat que sa mort a été classée comme un homicide sans aucun doute par empoisonnement. Par la suite, après la mort d'Angela, les enquêteurs ont réussi à obtenir un mandat de perquisition pour fouiller la maison ainsi que le cabinet du docteur James Craig, donc son mari, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que James s'est rendu compte qu'on le suspectait. Au cours de la fouille dans la maison, eh bien la police avait retrouvé plusieurs types de protéines en poudre, plusieurs shakers et même 2 sacs en plastique non étiquetés contenant des substances poudreuses et blanches. À ce moment-là, les enquêteurs pensaient alors que James administrait peut-être le poison à Angela via les shakers vitaminés qu'il lui préparait chaque matin. D'ailleurs, ces shakers, c'était la seule chose que toute la famille ne consommait pas. Si par exemple James avait empoisonné sa femme via sa nourriture, il aurait aussi été fort possible que les enfants soient également malades. Or, ce n'était pas le cas. James avait ensuite été interrogé et là, il avait confié que sa femme souffrait en réalité d'une grave dépression et qu'elle était même suicidaire depuis un certain temps. Il dira d'ailleurs que quelques mois auparavant, au mois de décembre 2022, il l'avait retrouvée inanimée à son domicile. Elle avait, selon lui, tenté de mettre fin à ses jours et l'avait réanimée lui-même. Il dira d'ailleurs que c'est parce qu'il l'avait réanimée lui-même qu'il avait finalement décidé de ne pas l'amener à l'hôpital et que c'est pour ça qu'il n'y avait aucune trace de cette tentative de suicide. Toujours selon lui, elle aurait fait une surdose de médicaments classés comme des opioïdes et du coup, eh bien, il était fort possible que cette fois-ci, eh bien, elle ait voulu elle-même s'administrer des substances dangereuses et elle se serait donc elle-même empoisonnée pour mettre fin à ses jours. En gros, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas lui qui a empoisonné sa femme, c'est elle qui s'est empoisonnée toute seule parce que dans tous les cas, elle était dépressive et suicidaire. Alors, ici, il faut se rappeler que le couple avait quand même 6 enfants qui avaient des âges différents, mais ils étaient quand même encore assez jeunes à ce moment-là. Ils ont alors été interrogés à leur tour par une assistante sociale et aucun d'eux n'avait l'air de penser que leur mère faisait une dépression ou même qu'elle était triste. D'ailleurs, les plus grands enfants confirmeront que jamais, de ce qu'ils savaient, leur mère avait un jour tenté de mettre fin à ses jours. Les enquêteurs ont alors noté qu'il était vraiment très peu probable qu'aucun des 6 enfants ait remarqué cette situation de crise à la maison. Si Angela avait réellement commis ce genre d'acte, c'est sûr qu'ils auraient remarqué quelque chose à la maison, au moins une ambiance, qu'ils auraient vu ou entendu quelque chose, mais là, aucun des 6 enfants n'a raconté quelque chose de semblable. Clairement, il était plus que probable que tout ça soit en réalité une histoire inventée par James dans le but d'essayer de se couvrir. Suite à ça, James a alors été placé en état d'arrestation pour le meurtre de sa femme et a été mis donc en détention provisoire. L'enquête a ensuite continué et d'ailleurs ce que je vais vous dire là maintenant, ça a été fait en quelques jours seulement, tout a été très rapide. Vraiment, je pense que James a laissé tellement de preuves derrière lui que ça a été vraiment facile pour les enquêteurs de tout rassembler. Donc, dans un premier temps, les enquêteurs vont décider d'interroger Greg, qui était donc l'ami et partenaire commercial de James et sa femme Angela, et qui était aussi celui qui avait parlé à l'infirmière pour dénoncer James. Donc là, Greg va expliquer que lui et James avaient été ensemble dans la même école dentaire et qu'ils se connaissaient donc depuis des décennies. D'ailleurs, il dira aussi qu'il connaissait très bien Angela et les enfants et il était vraiment très proche de la famille. Et il dira aussi qu'il avait remarqué que le comportement de James avait été un peu étrange au moment où sa femme avait commencé à tomber malade. James lui avait d'ailleurs envoyé plusieurs messages assez préoccupants qu'évidemment il transférera aux enquêteurs. Un des derniers messages que James lui avait envoyé était vraiment très empreint de colère et de violence. James lui disait en fait qu'il était furieux contre lui parce qu'il avait parlé aux autorités du colis qui avait été livré à son bureau. Il lui dira alors que tout ça était de sa faute et que les enfants étaient traumatisés d'avoir vu leur mère pour la dernière fois accompagnée de policiers. Clairement, James essayait de dire à son ami Greg qu'il n'avait vraiment pas bien fait de contacter les autorités et qu'il le suspectait pour rien. J'ai pu trouver le contenu d'un des derniers messages que John avait envoyé à Greg un peu avant qu'il ne se fasse arrêter. Le voilà. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait.
Je sais, je comprends. Mais si tu étais venu me voir personnellement, d'homme à homme, au lieu de parler à tout le monde de ce que tu penses savoir, je t'aurais peut-être révélé certains détails qui t'auraient rendu moins susceptible de provoquer cette horrible tempête. Si tu m'avais seulement mis plus haut sur ta liste de priorités, au lieu de faire passer les opinions et les potins des autres avant moi. Pour cela, je suis très en colère contre toi. En tout cas, pour continuer sur toute cette histoire d'SMS échangés, eh bien le téléphone de James a lui aussi été fouillé. Les enquêteurs verront alors que, au moment où Angela était à l'hôpital, James avait envoyé un message très étrange à l'un de ses amis. Il lui avait en fait écrit « Si ce n'était pas ma femme, ce serait un casse-tête plutôt amusant à essayer de résoudre ». Donc là, c'est très bizarre parce que sincèrement, si moi, mon amoureux est dans le coma à l'hôpital, je sais pas vraiment si j'en fais des blagues ou si j'écris ce genre de message à mes amis. Peut-être que c'est une façon de tenir le coup, mais ça paraît quand même étrange. En tout cas, les enquêteurs vont également fouiller le téléphone d'Angela à la recherche des dernières conversations qu'elle avait pu avoir avec son mari. Alors, pour vous remettre dans le contexte, rappelez-vous que début mars, donc avant qu'elle ne tombe malade, Angela s'était rendue en Utah chez sa sœur et elle lui avait fait alors de grosses révélations sur son mari, comme quoi il la trompait, etc., etc. Il faut alors savoir que James avait demandé par message à Angela qu'elle ne parle pas de toutes leurs histoires de couple à sa sœur. D'ailleurs, grâce à ces messages, on va découvrir que déjà à ce moment-là, Angela avait eu des moments où elle s'était sentie mal physiquement et on apprendra que pendant ces moments, elle avait eu des doutes sur James. Par rapport à ça, donc toujours pendant qu'elle était en Utah, James lui avait envoyé un message qui disait « Compte tenu de notre histoire, je sais ce que tu pourrais dire. Juste pour information, je ne t'ai pas drogué, mais je suis super inquiet. Tu étais vraiment pâle avant mon départ, comme tes lèvres d'ailleurs. » Donc voilà, on apprend que même avant d'aller chez sa sœur, Angela avait déjà commencé à se sentir un petit peu mal. Rien de comparable au après, mais déjà à ce moment-là, eh bien, de ce qu'on peut voir, elle était déjà un petit peu blanchâtre. Mais ce qui est encore plus important à relever dans ce message, c'est que James lui dit « Compte tenu de notre histoire, je sais ce que tu peux penser, mais je ne t'ai pas drogué. » Donc avec ça, on peut se dire que peut-être dans le passé, James avait déjà drogué Angela, mais vous allez voir, on va y revenir plus tard. On peut aussi se dire que déjà à ce moment-là, au moment où elle était chez sa sœur, Angela pouvait avoir des doutes comme quoi James la droguait, mais évidemment, par message, James l'avait énormément rassurée et par la suite, il semblerait qu'Angela ne l'ait plus vraiment suspectée. Jusqu'à ce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, elle regarde ses symptômes sur internet et qu'elle les compare aux effets du cyanure. On n'est pas dans la tête d'Angela évidemment, mais j'ai comme l'impression qu'il y avait une espèce de balance. Il y avait les choses qui faisaient qu'elle suspectait son mari et aussi tous ses espoirs d'un autre côté que ce ne soit pas lui, qu'elle soit réellement malade et que son mari n'essaye pas de la tuer tout simplement. Et je pense qu'il oscillait un petit peu entre les deux et qu'elle essayait vraiment de se dire « Non, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas possible », même si évidemment elle semblait avoir des doutes. En tout cas, pour en revenir à l'enquête, la sœur d'Angela va elle aussi être interrogée. La police va alors décider de lui poser quelques questions sur cette histoire de drogue, comme quoi James aurait déjà drogué Angela dans le passé, et elle va alors tout raconter. Elle va confier que 5 ou 6 ans plus tôt, James avait en fait drogué Angela et Angela s'en était rendu compte. Il lui avait en fait administré une substance inconnue pour l'endormir. Lorsqu'elle s'en était rendue compte un peu plus tard, eh bien James lui avait dit que s'il avait fait ça, c'est parce que lui-même avait voulu mettre fin à ses jours. Il lui avait alors dit qu'il avait un plan. Son plan était de l'endormir en la droguant, qu'elle s'endorme et que pendant ce temps-là, il s'administre une substance mortelle dans le corps parce qu'il voulait justement mettre fin à ses jours. Bon, au final, il n'y a strictement aucune preuve du fait que James aurait vraiment voulu mettre fin à ses jours. La seule chose qu'on a, c'est Angela qui s'est effectivement rendu compte qu'elle avait été droguée. Mais bon, suite à cette discussion, suite au fait que James lui ait raconté son plan, etc., le couple a décidé de strictement plus jamais en reparler. Donc, est-ce que vraiment James lui avait dit la vérité? Il voulait lui-même mettre fin à ses jours et avait simplement endormi sa femme pour qu'elle ne puisse pas le réanimer? Ou est-ce que déjà 5 ou 6 ans plus tôt, il avait essayé d'assassiner sa femme? Malheureusement, on ne sait pas, mais ça reste très étrange. En tout cas, même si le couple n'a plus jamais reparlé de cette histoire, Angela a quand même confié à sa sœur que ça avait été un épisode très traumatisant pour elle.
D'ailleurs, après ça, le mariage d'Angela et James s'était pas mal détérioré, même si de base, il avait toujours été assez tumultueux. Comme je vous l'ai dit, en soi, James avait eu plusieurs liaisons dans sa vie et avait même dit à Angela qu'il était accro à la pornographie depuis son adolescence. Angela essayait vraiment de vivre avec ça et lui avait d'ailleurs pardonné énormément de choses, mais évidemment, ça restait difficile de vivre avec quand même tout ça en elle. En tout cas, avec tout ça, les enquêteurs avaient déjà beaucoup de preuves montrant que James avait un comportement étrange depuis déjà des années. Mais encore de nouveaux témoignages vont venir s'ajouter à ça. La chef de bureau du cabinet dentaire de John a alors témoigné à son tour. Elle va alors expliquer que le 6 mars, donc le lendemain du jour où Angela était revenue de chez sa sœur, elle avait vu John et Angela en train de faire du sport ensemble. Elle avait d'ailleurs vu James en train de donner à sa femme un shaker de boisson protéinée et elle avait d'ailleurs entendu une conversation entre les deux où James lui disait que c'était important qu'elle boive bien son shaker jusqu'au bout parce que c'était plein de protéines et de vitamines et que comme elle se sentait pas très bien en ce moment, elle devait vraiment faire le plein de vitamines. Mais le récit de cette chef de bureau ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, lorsqu'Angela était déjà hospitalisée, cette chef de bureau avait alors trouvé James dans une salle d'examen qui n'était pas la sienne. Elle le verra d'ailleurs utiliser un ordinateur qu'il n'était pas vraiment censé utiliser. C'était pas le sien, c'était un ordinateur tout neuf en fait dans une autre salle et lui avait son propre cabinet avec son propre ordinateur. C'était pas normal qu'il aille en utiliser un autre. Mais bon, elle avait rien dit, elle avait un petit peu tourné la page et quelques minutes plus tard, lorsque James était sorti de ce bureau en question, il avait été trouver sa chef de bureau et il l'avait averti que justement un colis serait livré au cabinet, qu'il était personnel et qu'il ne fallait absolument pas l'ouvrir. Ça laisse donc penser que ce colis en question, James l'a commandé avec cet ordinateur qui n'était pas le sien. Mais bon, là encore, la chef de bureau ne s'est pas vraiment posé de questions et elle a continué sa vie normalement sans vraiment y repenser. Mais voilà, encore quelques jours plus tard, elle a de nouveau eu une conversation avec James, conversation qu'elle a jugée étrange. James lui avait en fait dit qu'Angela était de nouveau à l'hôpital et il lui avait même dit qu'il n'était pas sûr qu'elle s'en sorte. C'était vraiment tragique, mais après ça, il a changé de sujet. Il va alors lui demander comment se portait l'entreprise au niveau financier en ce moment. Là, sa chef de bureau a trouvé ça très étrange parce que c'est quand même horrible de dire ma femme va peut-être mourir et puis et sinon les finances ça se passe comment? C'est bizarre. Mais en tout cas, suite à ce témoignage, les enquêteurs ont décidé d'examiner l'historique internet de l'ordinateur de la salle d'examen dans laquelle la chef avait surpris James. Déjà, les enquêteurs vont réaliser que James utilisait un compte Gmail différent sur cet ordinateur. Avec cet email, James avait effectué plusieurs recherches Google. Parmi ces recherches, il y avait combien de grammes d'arsenic pour tuer un humain? Ou encore, l'arsenic est-elle détectable à l'autopsie? Ensuite, toujours avec ce même compte, une commande d'arsenic a été passée sur Amazon, elle datait du 27 février 2023 et on verra qu'il avait ensuite été livré à son domicile le 4 mars. En poursuivant les recherches sur cet ordinateur, les enquêteurs trouveront également l'historique YouTube qui était lui aussi très incriminant. James avait regardé des vidéos telles que Top 5 des poisons indétectables, comment faire un poison, ou encore les 10 plantes les plus meurtrières, elles peuvent vous tuer. D'ailleurs dans la vidéo Top 5 des poisons indétectables, il était mentionné que le cyanure de potassium était indétectable dans le sang. D'ailleurs, il sera même précisé que 1,5 mg par kilogramme de poids corporel est une dose mortelle pour l'homme. L'arsenic sera aussi répertorié comme indétectable et il sera précisé que c'était une des substances souvent utilisées en cas de meurtre. Par la suite, quelques jours après le 4 mars, donc quelques jours après qu'il ait reçu son premier colis, James avait commandé du cyanure de potassium toujours avec cet ordinateur et dans le mail qu'il avait envoyé à l'entreprise,
il avait précisé que c'était pour une opération chirurgicale et qu'il avait besoin que le cyanure de potassium soit livré pour le lendemain. Bon, ce ne sera pas le cas, le colis va prendre plus de temps à arriver et au final, il sera livré le 13 mars à son bureau et je pense d'ailleurs que c'est ce colis précisément qui a été ouvert par son employé. Et ça, c'était donc, je le précise, 5 jours avant qu'Angela ne décède. Mais continuons dans cette fouille d'ordinateur. En allant consulter les emails sur cette adresse, la police va trouver un échange entre James et une autre femme. Ils ont alors très vite compris que cet échange était de nature intime. Cette femme, elle s'appelait Karine Kane. Elle vivait à Marble Falls au Texas et elle était orthodontiste. James avait en fait sa rencontre lors d'une conférence plus tôt dans cette année. Les enquêteurs ont alors essayé d'en savoir un peu plus sur cette relation et ils ont alors retrouvé des documents échangés dans cette boîte mail qui montraient que Karine avait pris 2 fois l'avion à partir du Texas, donc là où elle vivait, jusqu'à Denver dans le Colorado, là où James vivait. Il était alors écrit que son premier voyage avait eu lieu du 8 au 10 mars. Et d'ailleurs, le billet d'avion avait été acheté le 4 mars par James. Et rappelez-vous, c'est à cette date-là que James avait reçu son colis de cyanure de potassium. Donc je trouve que ça fait un petit peu froid dans le dos de se dire il reçoit son colis de poison en soi et après ça, il paye un billet d'avion à sa maîtresse. En tout cas, pendant ces 2 jours où James et Karine se sont vus, eh bien Angela était elle à la maison et elle commençait tout doucement à tomber malade. D'ailleurs, à ce moment-là, Angela avait déjà été refusée une première fois à l'hôpital. Pour ce qui est du 2e billet d'avion, eh bien les enquêteurs verront que Karine était revenue à Denver du 16 au 20 mars 2023, c'est-à-dire au moment même où Angela est décédée. Les enquêteurs vont alors retrouver Karine, vont lui expliquer toute la situation et donc là, Karine va révéler qu'elle ne savait pas du tout que James avait une femme. Lorsqu'elle l'avait rencontré, elle était en plein divorce et James lui avait dit que lui aussi était justement en train de divorcer. James lui avait en fait menti en disant qu'il ne vivait plus du tout avec sa femme et donc qu'il cherchait l'amour, qu'il était totalement libre pour se mettre dans une relation. Suite à ça, Karine et James avaient quand même bien accroché, ils avaient beaucoup discuté, notamment de leurs divorces respectifs. Et puis Karine était vraiment contente de parler avec quelqu'un qui semblait comprendre ce qu'elle vivait et grâce à ça, eh bien, leur lien s'était vraiment solidifié. Donc au final, ils avaient décidé de commencer à sortir ensemble. Par contre, il faut bien se dire que leur relation était récente, elle datait de fin février, début mars 2023, donc à peine quelques semaines, quelques jours avant la mort d'Angela. Karine expliquera par contre à la police que leur relation n'était pas encore vraiment très sérieuse. Les deux commençaient seulement à se connaître. Mais bon, malgré ça, eh bien Karine va vraiment être d'une grande aide dans cette enquête parce qu'elle va totalement coopérer avec la police. D'ailleurs, elle aussi a eu un très gros choc par rapport à toute cette histoire. Oui, c'était une nouvelle relation, oui, ils apprenaient tout doucement à savoir qui était l'autre, mais malgré tout, elle n'aurait jamais imaginé que James soit en réalité marié et encore moins qu'il était en train de tuer sa femme à petit feu. Elle savait par contre que la soi-disant ex-femme de James était malade. D'ailleurs, lorsqu'elle était venue à Denver, eh bien James lui avait confié que son ex-femme était sous respiratoire. D'ailleurs, à ce moment-là, James semblait ni stressé ni anxieux. D'ailleurs, lors du dernier rendez-vous entre James et Karine, James lui avait dit qu'Angela était en train de mourir et Karine avait alors décidé de mettre fin à leur rendez-vous et avait insisté sur le fait qu'il devrait être avec sa famille, qu'il devrait être avec ses enfants, son ex-femme, et pas être là en train de flirter avec elle. Karine dira aussi autre chose aux enquêteurs. Ça, ce sera plutôt son propre avis. Elle dira alors que oui, effectivement, l'amour que James avait pour elle pouvait faire partie de ses motivations pour assassiner sa femme. Par contre, elle dira qu'il devait sans doute y avoir autre chose aussi parce que vraiment leur relation était récente et elle voyait pas pourquoi il aurait dû assassiner sa femme pour être avec elle. Ils commençaient à peine à se parler. Enfin vraiment, c'était pas encore une relation amoureuse. Donc voilà, selon elle, oui, elle pouvait être un des mobiles, mais il y en avait sans doute un autre ou plusieurs autres. Mais voilà, le procès n'a toujours pas eu lieu. Par contre, avec tout ça, les enquêteurs ont réellement tout pour faire déclarer James coupable de meurtre
avec préméditation. Une des preuves les plus accablantes d'ailleurs, eh bien ce sont les examens toxicologiques qui ont révélé que James lui avait probablement administré de petites quantités de cyanure au début et puis avait augmenté en voyant que l'état d'Angela ne se dégradait pas assez rapidement. Clairement avec ça, on voit très bien que sa mort est très loin d'être un simple accident. D'ailleurs, ça semblait être un plan extrêmement bien calculé et très réfléchi. Pour ce qui est du mobile, effectivement, les enquêteurs pensent que Karine, sa maîtresse, n'y était pas pour rien, mais bon, au vu des gros problèmes financiers que lui et son entreprise traversaient, eh bien il est fort possible qu'il ait aussi fait ça pour l'argent. Angela avait en fait 3 assurances vie et pour chacune d'entre elles, James en était le seul bénéficiaire. Ça voulait donc dire que si elle mourait, eh bien James gagnait une très grosse somme d'argent qui pourrait vraiment résoudre tous ses problèmes. En tout cas, pour le moment, James est en détention provisoire et sa caution a été fixée à 10 millions de dollars. La famille d'Angela a, elle, demandé à ce qu'on respecte leur intimité, donc pour le moment, on a très peu de nouvelles. Par contre, on sait que le procès devrait quand même assez bientôt s'ouvrir. Mais bon, on est tout de même assez convaincu que James sera déclaré coupable de meurtre au premier degré. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Quand il y aura eu un jugement dans ce procès, eh bien je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez de toute cette histoire. Je sais, il y a beaucoup, c'était quand même une grosse enquête qui a été rapide, mais une grosse enquête quand même. Mis à part ça, n'oubliez pas de vous rendre en barre d'infos si vous êtes intéressé par les produits Oli. N'oubliez pas les codes promo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. À mettre un petit pouce en l'air et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!